Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Assure TV by Fidelia. Au sommaire aujourd'hui, une affirmation dédiée à tous les managers, toutes filières confondues. Mon collaborateur est unique. Alors, il y a quelques années, les démographes estimaient que plus de 107 milliards de personnes ont pu vivre sur la Terre. C'est stupéfiant. 107 milliards d'individus. Alors, ce qui est encore plus étonnant, c'est de prendre conscience que parmi cette multitude, depuis les temps anciens, aucun être humain n'a jamais été semblable. Chacun est ou a été unique. La Terre a connu 107 milliards de voies différentes, d'intelligences différentes et de chemins de vie différents. C'est totalement fascinant. Une question se pose. Comment un manager leader peut-il appréhender cette très grande diversité des hommes et des femmes dans l'entreprise? Que penser du principe « le groupe n'existe que parce que les individus qu'il compose sont uniques ». Alors pour nous en parler, je reçois dans cette nouvelle émission du Coin de l'expert 15 minutes pour maximiser son potentiel managérial, Philippe Gombaud, que vous connaissez, expert en management, formateur, conférencier et intervenant entre autres pour le cabinet Fidelia Formation. Bonjour Philippe. Bonjour Frédéric. Lors de notre premier entretien, vous avez précisé qu'il n'y a de bon manager que celui qui sait orchestrer les préférences de ses collaborateurs. Exact. C'est d'ailleurs le titre de votre livre à paraître. Comment naissent ces préférences et comment chacun peut-il reconnaître pour aspirer à être optimal dans ses fonctions? Je commence tout de suite par la question. Bien, pour être optimal dans ses fonctions, il faudrait d'abord rappeler une vérité assez criante. Alors que les chasseurs de tête ne m'en veuillent pas, surtout qu'ils ne m'en veuillent pas, mais c'est une réalité. Je vais chasser quelqu'un dans une entreprise qui est compétent et je vais le déplacer dans une entreprise parce qu'il est compétent. Mais il suffit que l'environnement ne soit plus aussi optimal et très rapidement, la compétence peut se désagréger, elle peut se liquéfier. Parce qu'il suffit que l'entente entre le nouveau manager et la personne qui vient d'être recrutée en entreprise ne soit pas aussi bonne, la relation est distendue, ou alors les moyens ne sont donnés et confiés ne sont pas les mêmes, les ressources ne sont pas les mêmes, l'environnement, le climat, tenez, ne serait-ce que le climat, qui n'est pas le même dans la région, tout cela peut contribuer à démotiver quelqu'un petit à petit et l'incompétence, malheureusement, peut se transformer assez rapidement en incompétence. Ceci étant dit, je voudrais rappeler une deuxième réalité. On ne travaille pas, en général, pour une entreprise. Bien sûr, on véhicule l'image de marque employeur, mais on travaille surtout pour son manager. Alors ça, c'est intriguant et intéressant à la fois. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Mais si il y a une bonne entente, vous avez sans doute connu ça Frédéric, s'il y a une bonne entente entre votre manager et vous, le monde peut s'écrouler, vous avez envie de défendre l'entreprise parce que vous voulez défendre aussi votre manager. C'est ce qu'on appelle une symbiose. Il y a un mutualisme accru qui s'instaure, la symbiose, et dans ce cas-là, les gens peuvent rester des dizaines d'années dans la même entreprise sans chercher à en changer, ou s'ils y pensent, ils vont rechigner à le faire parce qu'ils s'entendent bien avec leur manager. Mais si jamais ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas cet élément fixateur, si la relation est tendue, bien, il y a une perte de joie. Et une perte de joie au travail, c'est dramatique. On ne vient plus au travail avec la banane, mais on vient au contraire avec un smiley triste sur le visage. Et petit à petit, on va se transformer en collaborateur qui vit sa fonction, non pas en stratégie de réussite, mais plutôt en stratégie de survie. Et là, si ça dure, Frédéric, si la stratégie de survie dure longtemps, il y a des risques psychosociaux vraiment importants. Ah. J'ai bien compris ce que représente un environnement optimal. Il faut donc en fait que mes préférences soient reconnues par mon environnement dans lequel mon manager joue un rôle conséquent. Comment naissent mes préférences? Est-ce que je peux vous proposer un schéma? Je vous en prie. Donc, vous voyez, ici, vous avez la formation du cerveau de l'enfant dans le ventre de maman.
et on est au 7e mois de grossesse. Alors les neuroscientifiques s'accordent à dire, et tous les scientifiques, que c'est peut-être le 6e mois, enfin ça dépend, j'ai lu plusieurs publications là-dessus, mais nous sommes 6e, 7e mois de grossesse. Que se passe-t-il à ce moment-là? Le cerveau de bébé commence à être finalisé, et donc il commence à avoir des synapses et des neurones qui vont se connecter pour graver des expériences. Alors, évidemment, si on veut chanter une chanson à bébé en posant notre voix pas très loin du ventre de maman, Qui ne l'a pas fait. voilà, qui ne l'a pas fait, il faudra peut-être attendre justement le 6e, 7e mois. Mais ça fait plaisir aux parents de le faire avant, très certainement. Hein, voilà. Alors, à partir de là, eh bien, on va vivre des expériences, on va avoir ce qu'on appelle communément un vécu. C'est une sorte d'entonnoir qui se fabrique, et comme tout entonnoir, à la sortie, il va y avoir quelque chose de particulier. Il y a bien une sortie à l'entonnoir. Donc, expérience vécue, le cerveau fonctionne depuis la plus tendre enfance, donc en classant les informations qu'il reçoit par similitude. Donc, s'il les classe par similitude, il y a bien une raison à cela. Et une des raisons fondamentales de ce classement par similitude, c'est j'aime ou j'aime pas. J'apprécie mon expérience vécue ou je ne l'apprécie pas. Donc, on le voit là sur ce schéma, on a vraiment deux options. À votre avis, Frédéric, l'être humain préférerait continuer sa vie avec quoi? Avec les expériences qu'il a mal vécues ou celles qu'il a bien vécues? J'imagine avec les expériences positives. Évidemment, évidemment. Donc petit à petit, cumul d'expériences positives, rejet un peu d'expériences négatives qu'on appellera petit à petit les antivaleurs finalement. D'accord. Et puis on finit par se construire, je dis bien par se construire, par se formater, par se modéliser un mur de briques. Un mur de briques qui est fait de convictions, de croyances, de principes. Et ce mur de briques, on a mis combien de temps pour le fabriquer? Parce que, en fait, il correspond à ce qu'on appelle communément notre système de valeurs. À votre avis, à partir de quel âge un être humain commence à avoir un système de valeurs, je dis bien non pas élaboré, mais presque finalisé, sur lequel il va s'appuyer après toute sa vie pour dire le monde devrait être comme ceci ou le monde devrait être comme cela, les gens devraient faire ceci, les gens devraient faire cela? On va dire une vingtaine d'années, n'est-ce pas? Absolument. Et il y a donc, on le voit bien, ce qui s'appelle l'acquis, puisqu'on a tous entendu parler de cette notion d'acquis, Oui. mais avant, il y a l'inné. Oui, évidemment, loin de moi de rejeter cette notion d'inné, et d'ailleurs elle donne tout ce qui est appréciable chez nous en termes d'héritage de nos parents, la couleur des yeux, la taille, la façon parfois même de se comporter, parce que même la formation de nos os est liée à l'inné. Mais dans les écoles de Jung, de Marston principalement, mais de Hartmann et de Spranger aussi, on va s'apercevoir que finalement, dans toutes ces écoles de psychologie-là, on est en train de défendre une proportion de l'acquis bien plus importante que la proportion d'inné. Et c'est ça qui fait que mon collaborateur est unique, parce qu'il a acquis des choses qu'il va vouloir valoriser, il va vouloir les protéger, et la suite de schéma pose une question, eh bien une fois qu'on est adulte, comment va-t-on chercher à défendre ce qui n'est pas visible? Parce que le système de valeurs, c'est pas visible. Nous avons déjà parlé des comportements un peu à la dernière émission. Un comportement, c'est une carrosserie de voiture, je la vois de loin. Mais un système de valeurs, c'est un moteur. C'est ce qui fait avancer la voiture, c'est ce qui la motive à avancer. Et là, pour ça, il faut que vous me donniez les clés de votre voiture pour ouvrir le capot. On a bien compris que la vie est une expérience, mais est-ce que nos préférences changent en fonction des situations? Alors, si effectivement on en arrivait là, il faudrait d'abord, on l'avait dit lors de notre dernière émission, bien se connaître soi-même et savoir comment naturellement nous exerçons nos préférences. La fin de ce schéma pose finalement le débat de l'adoption de préférences comportementales qui, elles, sont visibles pour tous, ainsi qu'un modèle de pensée et de prise de décision. Là, je vous parle du naturel. Je ne vous parle pas de l'adapté. Alors, à votre question concernant les changements éventuels, le naturel change très peu, vraiment très peu. Il peut changer en termes d'intensité, ça c'est sûr, oui, en termes d'intensité. Mais si j'ai des grandes dominantes de mes comportements naturels à l'âge, par exemple, de 20 ans ou de 25 ans, il y a de fortes chances que je les conserve toute la vie,
même s'il peut y avoir des variations en termes d'intensité. Les dominantes ont tendance à rester des dominantes, quand elles sont extrêmes notamment. Le naturel, c'est également ce que l'on appelle l'inconscient? Oui, alors le naturel, c'est ce qu'on appelle l'inconscient, parce que le processus que nous venons de décrire dans cet entonnoir de la vie, que j'appelle le parcours de vie, est un processus totalement inconscient. S'il s'agissait de dire « Ah non, mais moi je suis conscient de ce que je fais », alors je suis en train d'être objectivé. Si je suis objectivé, évidemment, je ne suis plus dans l'inconscient, je suis dans le conscient et je bascule dans l'adapté et non plus dans le naturel. Nos peurs, par exemple. Nos peurs, celles dont nous parlions tout à l'heure dans le parcours de vie, qui font que nous allons déprécier certaines choses. Nos peurs sont totalement inconscientes, d'accord ? Et ce mur de briques, lui, nous avons mis une vingtaine d'années pour le fabriquer. Donc, c'est quand même des joies, des peines, des souffrances. Tout ça est inconscient, mais ce parcours de vie, je n'ai qu'une attente maintenant que je l'ai vécu. Je voudrais bien que mon manager, que mes collaborateurs, que mes parents, que mes amis, que tous respecte mon parcours de vie. Il m'a coûté beaucoup, j'en suis là avec des peines, des joies, des souffrances, et c'est ce qui fait de moi un être humain unique, et je voudrais que ce soit compris, reconnu et respecté. Respecté, car unique. Oui. En parlant de préférences, existe-t-il des préférences durables, c'est-à-dire des préférences que nous avons tout au long de notre vie? Oui, alors il y en a beaucoup évidemment, mais je vais vous en citer une qui étonne un petit peu parce qu'elle est très visible celle-là, l'impatience. L'impatience. L'impatience, l'impatience est une préférence. Moi, je pensais que c'était un défaut. Oui, oui, oui. Alors, comme toute qualité poussée à l'extrême, elles peuvent devenir un défaut dans l'entreprise comme en dehors de l'entreprise. Mais je vais vous dire une chose, nous sommes dans un studio d'enregistrement. D'accord ? Et ce studio, bien sûr, est protégé pour des raisons sonores, et nous sommes très bien là où nous sommes. Mais si un incendie prenait, maintenant, je serais tellement heureux d'avoir un impatient parmi l'équipe technique, ou que vous soyez vous-même impatient. Parce que l'impatient, c'est le seul qui aura repéré longtemps à l'avance l'extincteur, il sait où il est, d'accord ? Il sait s'il y en a ou s'il n'y en a pas, voilà, parce qu'il est préoccupé par la vie. Son impatience fait qu'il veut tout contrôler, tout savoir et tout maîtriser. Donc lui, il sera le premier à défoncer la porte pour aller chercher l'extincteur et éteindre l'incendie. Vous voyez comme quoi, parfois, eh bien, ce qu'on croit être un défaut, dans certaines situations, peut se révéler une qualité. On aurait pu parler, au lieu de l'impatient, du perfectionniste, par exemple, aussi. Et alors, l'impact de ces préférences sur le recrutement, quel est cet impact en fait? Ou quel est l'impact de nos préférences sur le recrutement? Là, nous sommes dans le cœur des métiers RH, avec votre question. Je vous propose un autre schéma, si vous voulez bien. Un deuxième schéma. C'est toujours avec plaisir. Vous voyez, lorsque on parle de recrutement, par exemple, on parle d'un contrat partenaire solidaire, c'est-à-dire qu'il faut arriver à faire matcher au maximum. C'est jamais parfait, bien sûr. Hein. Moi, les recruteurs professionnels n'aiment pas ça, mais je parle de recrutement par défaut, dans ce sens où on ne peut pas faire matcher une personne à 100% avec son travail. Ou alors c'est un robot. Or, l'être humain unique dont nous parlons aujourd'hui, mon collaborateur unique, c'est un humain, c'est pas un robot. Donc il va falloir tenir compte de ce qui l'amène et de ce qui lui manque, quel que soit le poste. Sachant que la qualité de l'humain, c'est l'adaptabilité. Exactement. Et nous en reparlerons beaucoup d'adaptabilité, de flexibilité opérationnelle. D'accord ? Vous voyez, par exemple, un premier cercle ici, imaginons que ce soit le profil d'une personne, d'un collaborateur, et puis je vais le comparer à un deuxième cercle, ce sera le cercle, lui, du profil de poste. Quand vous regardez ces deux cercles, vous voyez qu'ils ne matchent pas à 100%, ils en sont loin. L'adéquation est de l'ordre de 15% maximum. Ça s'appellera une éclipse, sinon. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, je ne les ai pas fait se matcher à ce point-là, sinon on n'aurait plus de lumière dans le studio. Mais je vous montre ici ce que représente, d'après vous, voyez, la partie qui est à gauche dans le profil personnel n'est pas occupée par l'entreprise, finalement. D'accord ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un potentiel inutilisé. Et un potentiel inutilisé, eh bien, ça crée quoi immédiatement ? Ça crée de la frustration et du stress. Donc, quand le recrutement, les recruteurs font très bien leur travail dans les entreprises, hein, surtout au niveau des compétences métiers.
Et moi, je ne vous parle pas là des compétences métiers. Je vous parle de toutes les compétences qui valorisent un collaborateur au travers de son métier, et donc toutes les compétences périphériques, toutes les soft skills. On en avait parlé la dernière fois, comportement, système de valeurs et appétence mentale, d'accord, qui viennent se rajouter aux compétences métiers. Eh bien, on doit éviter cette zone de frustration et de stress. Et l'entreprise, pendant ce temps-là, vous allez le vérifier par vous-même, elle constate qu'elle a des responsabilités qui ne sont pas assumées. Et ces responsabilités non assumées, qu'est-ce qu'elles vont créer pour elle? À son tour, de la frustration et du stress. Autrement dit, on n'a plus de relation gagnant-gagnant, c'est une relation perdant-perdant. Voilà un des impacts de ces préférences sur le recrutement. Ce qui peut mener à des situations conflictuelles. Alors justement, quel impact ont mes préférences sur les conflits éventuels? 80%, paraît-il, des informations que notre cerveau reçoit passent par les yeux. Autrement dit, elles pourraient passer évidemment, si nous n'avons pas de bons yeux, aussi par d'autres sens. Mais là, quand on a de bons yeux, c'est 80% qui passent par les yeux. Autrement dit, notre cerveau voit et juge. Il voit et il a tendance à juger immédiatement. Bon. Prenons un exemple. Vous avez, je ne sais pas, est-ce que vous marchez vite ou est-ce que vous marchez lentement? Qu'est-ce que vous préférez? Je crois marcher normalement, mais normalement, ça veut rien dire. Voilà, Qu'est-ce que vous préférez? Je préfère marcher vite. Voilà, vous préférez marcher vite, d'accord. Imaginez que vous fassiez tout un parcours dans Paris pour aller faire des courses avec quelqu'un qui marche extrêmement lentement. Que ressentiriez-vous à la fin de la journée? Une sorte de frustration peut-être? Voilà, c'est ça, exactement, une sorte de frustration. Et vous pourriez même en venir à critiquer le soir la personne avec qui vous avez passé la journée en disant « mais qu'est-ce qu'elle marche lentement ?» Dans l'entreprise, c'est exactement pareil. La grande majorité des conflits viennent des différences comportementales. Les premiers conflits viennent de la façon dont on se regarde, la façon dont on se parle, la façon dont on marche. Est-ce qu'on aime travailler vite? Est-ce qu'on aime travailler lentement? Est-ce qu'on aime travailler en profondeur? Est-ce qu'on aime travailler en largeur? Est-ce qu'on aime travailler en vision globale? Ou est-ce qu'on aime travailler en vision détaillée? Et quand on s'oppose dans ces préférences, généralement, on se confronte. C'est pour ça, tout à l'heure, nous parlions de certains qui sont très impatients. Eh bien, imaginez ce que ça donne lorsqu'on travaille avec quelqu'un de très patient et inversement. Donc on imagine bien que nos préférences ont un impact sur la relation management. Exactement. Prenez une situation classique. Un poste réclame de la patience, puisque nous sommes en train de parler de ça. Et le manager, lui, est quelqu'un de très décisif. C'est le fameux couteau à viande dont on parlait l'autre jour. Très décisif, très tranchant, mais en même temps très impatient, mais tellement concentré sur les objectifs qu'il obtient d'excellents résultats. La RH lui recrute un collaborateur ou une collaboratrice extrêmement patiente. Il a beau savoir que c'est ce qu'il faut pour le poste. Dans la relation de proximité avec cette nouvelle recrue, petit à petit, il va s'installer une tension parce que les préférences comportementales ne sont pas les mêmes. Et ça pourrait être la même chose si, par exemple, un manager perfectionniste se voit recruter quelqu'un qui est extrêmement centré sur la relation et pas sur la qualité. D'accord ? On a besoin de tout dans l'entreprise, mais quand on est opposé en comportement, on va s'opposer. Il y a bien entendu une révélation importante dont tous les DRH du monde entier sont conscients, mais cette révélation est affaire aux dirigeants. Et elle est affaire aussi à tous ceux qui se font recruter pour prendre conscience d'un fait important. Les entreprises recrutent des compétences, n'est-ce pas? Et même elles recrutent pour des compétences. Mais est-ce que vous savez pourquoi elles licencient? Non. Elles licencient pour des comportements. Mais c'est très injuste. C'est une grave injustice. C'est une grave injustice. Alors pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, les jeunes ne sont pas formés pour cela. Quand on est dans un parcours de lycéen, on n'est pas formé pour les comportements. On l'est un peu plus au niveau moral quand on est petit, mais ensuite c'est fini, on ne nous forme plus pour les comportements. Et une fois à l'université, on ne nous forme pas pour les comportements, on nous forme pour des compétences. Et je vais arriver en tant que jeune dans la vie active et je vais découvrir que les entreprises recrutent pour des compétences, mais elles risquent de me licencier pour des comportements. Alors, on a bien vu
l'incidence de nos préférences dans la relation au management, mais quid de la cohésion d'équipe? Car travailler au sein d'une entreprise, c'est aussi souvent travailler au sein d'une équipe. Oui, oui. Ça pose la question de savoir quels seraient les critères d'une équipe solidaire, qui est à la fois solidaire mais productive. Et comme on l'avait dit une fois, qui est productive sans forcer. Alors les critères, pour moi, s'appuierait d'abord sur une maxime qui est la maxime de Marc Aurèle, empereur romain du IIe siècle. Alors attention, je ne suis pas fan de Marc Aurèle. On ne peut pas être fan de tout. Voilà, non, et puis il faut faire la nuance, parce que c'est sans doute un sacré dictateur en même temps. Mais il y a des gens qui parfois ont dit des choses, qu'ils les ont appliquées ou pas, qui ont dit des choses qui sont d'une sagesse infinie. Marc Aurèle a dit qu'un être humain accompli devait avoir 3 choses. La première, la volonté de changer ce qu'il peut changer. C'est valable dans l'entreprise, ça, avoir la volonté de changer ce qu'on peut changer. La deuxième, la sérénité d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. Et la troisième, pour être accompli, la sagesse de faire la différence entre ce que l'on peut changer et ce que l'on ne peut pas changer. Cette baisse du niveau de jugement, engendrée par la reconnaissance du fait que mon collaborateur est unique, qu'il a de la valeur, qu'il est précieux à mes yeux, qu'il a sans doute des qualités que je n'ai pas, ou que peut-être les défauts que je vois chez lui sont peut-être des qualités que je n'ai pas. Voilà. Eh bien, cette reconnaissance de l'unicité du collaborateur et cette reconnaissance aussi du fait qu'il ne faut pas juger et de ne pas avoir d'a priori et de pouvoir aider chacun à se reconnaître sur cette forme de baisse du niveau de jugement, va créer une équipe solidaire, une équipe productive, mais qui va être durablement productive parce que justement, elle aura pour but de considérer que chacun est unique, que chacun est utile, que chacun est précieux. Justement, Philippe, selon vous, quels sont les écueils principaux qui éventrent le bateau de la synergie pour le faire échouer? Oui, il y en a sans doute de nombreux écueils, et la synergie d'entreprise, la synergie d'équipe, pardon, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les entreprises, parce que c'est à partir de là que le climat social devient le meilleur. Voilà. Mais pour semer l'idée pour une prochaine émission, juste pour la semer, retenons qu'il faut éviter les a priori hâtifs. Pourquoi? Parce que mon collaborateur est unique, c'est un diamant, j'ai à charge en tant que manager, maintenant que j'ai trouvé ce diamant, d'en faire briller les facettes. Message reçu, Philippe Gombaud. Merci pour cette présentation très intéressante du management authentique et unique. Et désormais, nous comprenons bien que le pouvoir du manager est limité parce que les collaborateurs sont des individus qui ont des émotions, qui ont des opinions, qui sentent les choses et ont des besoins autres que des besoins financiers. Ils ont besoin de confiance, ils ont besoin d'autonomie, de sens, de passion, de réalisation, de reconnaissance. Et ce principe bien connu porte le nom de principe de réalité. Alors, il est vrai que les systèmes classiques de l'entreprise ne fonctionnent pas ou mal. Nous retiendrons de cette nouvelle émission que c'est de l'importance d'apprendre à développer sa relation à l'autre et de l'individualisation des relations que découlent les composants d'un management respectueux de l'autre et efficace. Alors à très bientôt pour un prochain billet. Le coin de l'expert, 15 minutes seulement pour maximiser son potentiel managérial. À bientôt.